Europe 1, 7h43, Patrick Cohen. L'heure de figure libre, première de nos figures libres donc. C'est vous, Vincent Hervouette. Ce matin donc, c'est la rentrée aussi au Quai d'Orsay. Ceux qui représentent la France au bout du monde, ambassadeurs et consuls généraux, abandonnent leur poste et rallient Paris. Oui, c'est un rituel depuis 25 ans. Les excellences se retrouvent à la fin de l'été pour passer une semaine ensemble. Alors on se met au courant, il y a des ateliers, des discours, des dîners. On fait la tournée des bureaux, ça chahute dans les bus. Et cet après-midi, par exemple, speed dating avec des centaines de patrons de PME. C'est moderne. Un diplomate parle des langues exotiques, mais aussi le franglais. Et il n'est pas bégueule. Il s'occupe du commerce extérieur, du tourisme. Il est prêt à se salir les mains. Et à Paris, ce matin, il va croiser, par exemple, des journaleuses, ce qui est périlleux. Il va aussi pleurer à Bercy, ce qui est périlleux et inutile. On parle bien d'ambassadeurs et pas de footballeurs. Donc ils complotent et ils font la fête. Hein. Oui, c'est leur légende. Et le clou, c'est demain, le cocktail à l'Élysée. Le président leur délivre une feuille de route, grand discours, que dis-je, une fresque sur l'ordre et les désordres de l'univers qu'ils écouteront d'autant plus attentivement que le discours a été écrit par les fonctionnaires les plus hauts perchés du quai. Chaque mot compte. La sémantique, c'est la matière première de la diplomatie. Et pour être ambassadeur, et surtout pour le rester, il faut être dans la ligne. Qui veut voyager loin et longtemps ménage la superstructure. Donc c'est dur de durer. On compte une centaine d'ambassadeurs sur l'étagère qui se morfondent en attendant une affectation record absolue. C'est la faute à qui ? Eh bien, en partie au copinage politique, les conseillers des ministres socialistes se sont largement servis. Et puis, il y a plus important, c'est l'aminage constant des crédits depuis 20 ans. Les diplomates sont des gens beaucoup trop bien élevés, pas du genre à claquer la porte comme le général de Villiers il y a un mois. Alors ils se laissent tondre, ils restent au garde à vous. Et le paradoxe, c'est qu'ils ont eu à leur tête, depuis 10 ans, 3 anciens premiers ministres, Juppé, Fabius, Ayrault, qui auraient dû les défendre. C'est comme si les affaires étrangères servaient de maison de retraite 4 étoiles aux dignitaires de la République, avec un palais en bord de Seine, un jet à Villacoublay, et puis un château pour le week-end à la Selle Saint-Cloud. Et pendant ce temps, les contractuels dégagent au bout de 4 ans, écœurés, les énarques filent à Bercy, où ils sont beaucoup mieux payés. Les militaires pleurent parce qu'ils ont 3 fois rien pour faire la guerre. Les diplomates, eux, ont moins que rien pour gagner la paix. Et c'est aussi pour ça que le boulot n'est jamais fini, en Libye comme au Mali, en Côte d'Ivoire ou en Centrafrique. Vincent Hervouette. Alors la règle du jeu de notre rendez-vous matinal, c'est que chacun peut mettre son grain de sel sur l'édito de l'autre. Hélène Jouan, vous avez un petit mot à dire sur ce que vient de dire Vincent ? Oui, juste Vincent disait, les diplomates se laissent tondre parce que ce sont des gens bien élevés, sauf qu'ils n'ont pas tout à fait, a priori, les mêmes conditions de vie que les militaires. Les militaires, on le sait, soit en opération extérieure, soit aujourd'hui en France, évidemment occupés par leur lutte contre le terrorisme, sont sous pression. Donc on est sans doute plus à l'écoute de leurs revendications que celles des diplomates. Alors vous n'avez pas rappelé le Ferrero Rocher d'Or, mais on a quand même cette image-là encore des diplomates. Bon alors, d'abord, les jaloux entretiennent cette légende dorée, évidemment. Madame Bovary croyait que les diplomates vivaient dans une atmosphère vermeille. Proust a parlé de Monsieur de Norpois. De Gaulle raillait les diplotomates. Certains vivent dans un très bon confort et dans un de musée, magnifiques palais. Dans un décor, quelques ambassadeurs, c'est vrai. Mais la réalité, c'est qu'en mission, les ambassadeurs voyagent en classe éco, évidemment. Et ils ont beaucoup de mal à se faire rembourser leurs billets. Je peux en témoigner, je peux le raconter. Un sous-directeur, c'est-à-dire un énarque 10 ans d'âge au Quai d'Orsay gagne 5 000 €, ce qui n'est pas négligeable, c'est vrai, mais à Bercy, il en gagne 9 000 ou 13 000. Ben voilà. Voilà, c'est dit, on sait tout maintenant sur la vie des ambassadeurs. Un peu, on en connaît un peu. Ils prennent des risques aussi. La politique, Hélène Jouan, c'est le président qui va parler. C'est ce qu'a fait savoir Emmanuel Macron lui-même il y a quelques jours. Et on comprend pourquoi, Hélène Jouan. Oui, parce que l'été a été très contre-productif pour lui et les derniers jours peut-être plus encore. Alors vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron était tout juste élu, qu'un hebdomadaire s'amusait à titrer en juin « Il marche sur l'eau ». Évidemment, c'était du second degré, mais l'idée s'est installée qu'après tout, il était jeune, inattendu. Allez, un petit peu de bienveillance. Sauf que depuis, que s'est-il passé ? Les premiers débats parlementaires ont révélé une majorité inarticulée et un gouvernement en apprentissage. Et puis plus important, des annonces telles que la baisse pour tous des aides au logement ou encore la hausse de la CSG sans compensation immédiate sont venues jeter un trouble. Ah bon ? C'est ça le « en même temps » ? Toujours les mêmes ? Dans le même sens ? Au moment même en plus où les grands indicateurs économiques repassaient au vert. Alors les Français lui savent gré d'avoir retrouvé la bonne hauteur présidentielle, mais les photos estivales de Macron en pompier ou en footballeur ne suffisent plus. Il s'agit de comprendre maintenant ce qu'il veut
faire. Alors vous le disiez, les derniers jours n'ont rien arrangé. Dans la fameuse petite phrase « Les Français détestent les réformes » prononcée jeudi à Bucarest, ne s'arrêtez pas là. C'est vrai, ce qu'il voulait dire, c'est que les Français ne veulent plus de réformettes, ni annoncer, ni expliquer, mais en revanche, il est convaincu qu'ils sont prêts à accepter beaucoup plus, si tant est qu'on leur prouve que l'intérêt général est en jeu. C'était tout l'objet de sa campagne, mais ce qui est resté, c'est vrai, c'est les Français détestent les réformes. On a même cru voir un geste de condescendance accompagner la formule. Raccourci médiatique s'offusque l'Élysée, peut-être, mais pour un digital native né avec les chaînes Tout Info ou presque, ça reste une faute de communication. Bref, il est temps qu'il parle. Oui, d'autant qu'un premier sondage est venu hier sanctionner durement ses premiers mois et que d'autres vont suivre et vont nourrir l'image d'un président qui ne marche plus sur l'eau, mais qui frôle dangereusement avec la ligne de flottaison. Emmanuel Macron est désormais vulnérable et ça tombe mal, très mal. Les syndicats qui s'apprêtent à découvrir jeudi les ordonnances sur la réforme du Code du travail pourraient bien sentir cette odeur de sang. Un président affaibli, il n'en faut pas plus pour remobiliser les troupes et pousser son avantage, sans compter la rue qui s'est exprimée beaucoup ces derniers mois. Oui, il est temps qu'Emmanuel Macron parle s'il veut avoir une chance de faire pièce au sentiment d'injustice sociale qui s'est installé cet été. Hélène Jouan, Axel de Tarlet. Oui, en vous écoutant, Hélène, on se demande si le risque, c'est qu'on n'ait pas un Emmanuel Macron paralysé qui, de coup, renonce à faire une vraie réforme du marché du travail comme il nous l'a promis, renonce à nettoyer le maquis des aides au logement et qu'en bout de course, on est un quinquennat fainéant. Alors on sait qu'il ne faut pas gouverner avec les sondages, mais c'est vrai que ça doit être difficile, mais il faudrait ne pas regarder les sondages quand on est à l'Élysée. C'est le risque de l'affaiblissement, effectivement, mais dont l'Élysée dit être totalement conscient et dit c'est le moment, effectivement, pour le président de montrer le cap et de nous dire évidemment ce qu'il veut faire maintenant. L'économie Axel de Tarlet avec donc ces chiffres connus depuis quelques heures, quelques jours. Excellente année pour les céréaliers. Une récolte de blé en très forte hausse. À l'inverse, les viticulteurs, eux, s'apprêtent à connaître leur plus petite récolte depuis 1945. Ah oui, c'est connu dans l'agriculture. Il y a les années avec et il y a les années sans. Alors pour les céréaliers, c'est une année avec. Les chiffres viennent de tomber, vous l'avez dit. Plus 34% pour la récolte de blé en 2017. À l'inverse, pour les viticulteurs, c'est moins 17% pour les vendanges cette année, ce qui en fait la plus petite récolte depuis plus de 70 ans, depuis 1945. À chaque fois, bien sûr, c'est la météo qui est en cause. On le sait, il y a eu cette année du gel au printemps qui a été fatal pour les raisins dans de nombreux vignobles. Voilà. Alors donc Axel, les viticulteurs, si je vous comprends bien, font grise mine et les céréaliers retrouvent le sourire. Alors, c'est pas si simple parce que certes, les céréaliers ont le sourire côté volume. Reste maintenant qu'il va falloir vendre ce blé et à quel prix. Et là, pas de chance. Les cours du blé qui sont mondiaux sont historiquement bas parce que pas de chance, partout dans le monde, la récolte de blé est excellente, si bien d'ailleurs qu'on va avoir des céréaliers qui devront vendre à perte. Alors que dans le vin, cette problématique ne se pose absolument pas. Parce que nos viticulteurs ne vendent pas des produits de base, ils ne vendent pas des grappes de vin, ils vendent... De raisin, pardon. Ils vendent du produit transformé. Voilà, ils vendent des grands vins, des Bourgognes, du Bordeaux, du Champagne. Et quand vous vendez de tels produits, il n'y a pas de cours mondiaux, c'est vous-même qui fixez, qui imposez vos prix. Vous êtes le maître. C'est toute la différence avec le blé. Quand on vend un produit de base, non transformé, c'est le marché mondial qui vous impose ces prix, et là, vous subissez. Ça, c'est intéressant, parce que les viticulteurs nous montrent que pour réussir dans cette mondialisation qu'on dit sauvage, il faudrait vendre au maximum des produits transformés, des produits haut de gamme. Ça vaut aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé, pour le lait, pour la viande, pour le porc, des produits qui peinent à s'exporter. On le sait quand ils ne sont pas transformés. C'est loin d'être anecdotique, tout ça, parce que cette filière vin et spiritueux dont je viens de parler, elle génère 10 milliards d'euros à l'export. C'est tout simplement le deuxième plus gros poste excédentaire de notre balance commerciale après l'aéronautique. Voilà. Vincent Herouette. Parlons de choses sérieuses. Le Bordeaux et le Bourgogne, ils seront bons cette année, oui ou non? Alors figurez-vous que comme chaque année, j'ai envie de dire, les viticulteurs vous disent oui, 2017 va être une année excellente. Mais vous savez, les viticulteurs, ils disent toujours ils disent jamais cette année ça va être de la piquette. Ils disent mais c'est tout à leur honneur. Oui, nos viticulteurs font du marketing pour faire croire à la terre entière que le vin français est le meilleur du monde et ainsi, ce sont eux qui fixent les prix et il n'y a pas de cours mondiaux qui vient vous embêter. Voilà. Donc il est excellent comme chaque année. Mais la concurrence c'est quand même avivée. Oui, alors on nous a fait croire, les Chiliens nous ont fait croire à un moment qu'ils allaient envahir Vous savez, dès que les gens sont un peu sophistiqués, il n'y a rien de tel que l'historique d'une bouteille de Bordeaux ou d'une bouteille de Bourgogne. Je voyais les Chinois qui ont racheté Gevrey Chambertin parce que, disait-il, c'était le vin de Napoléon. Ça n'a pas de prix.
Axel de Tarlet, merci. Alors, c'est le moment où Noël s'en mêle. Chaque matin, Mathieu Noël va nous livrer sa vision de l'actualité, mais je vous pratique depuis assez longtemps maintenant, Mathieu, pour savoir que ce matin, l'actualité, ça va être moi. Oh, dans mes bras, Einstein. Oui, mon patounet, en cette matinale inaugurale, comment éluder le séisme éditorial et surtout financier, on va pas se mentir, que constitue votre transfert rue François 1er? Première question qui intrigue les observateurs. De même qu'il ne viendrait pas à l'idée à un joueur du Real Madrid de signer à Sochaux, pourquoi diable quitter une radio qui est devenue numéro 1 devant RTL et qui monte encore pour rejoindre une radio qui descend toujours et on risque bien de terminer numéro 14 derrière Chant de France? La réponse, ma foi, est simple. 250 millions d'euros. Et encore, hors ticket restaurant, les amis. Une belle opération pour celui qu'on surnomme dans le showbiz le Neymar joufflu, le Mbappé blanc. Oui, celui qui avait quitté Europe 1 en 2010, d'aucuns diront la queue entre les jambes, à l'époque modeste joker de Marc-Olivier Fogiel. Dans l'échelle de notoriété des journalistes, il était encore au coude à coude avec Jackie Gallois. Personne donc, ou presque, ne le connaissait. Hein. Vincent Hervouet, vous qui connaissez tout, vous connaissez Patrick Cohen en 2010, soyez honnête. Pas du tout. Pas du tout, bien sûr. Si, Patrick Cohen revient donc 7 ans plus tard, auréolé d'un immense succès. Pour qui connaît un peu l'Olibrius Cohen, individu ataviquement imperméable au concept de modestie, le risque était grand d'un retour triomphal, revanchard, voire clinquant. Heureusement, Patrick a su éviter cet écueil. C'est en effet sans faste et sans chichi ce matin, presque en catimini, que Patrick est arrivé rue François 1er sur une chaise à porteur dorée à leur fin, soutenue d'un côté par Laurent Cabrol, de l'autre par Julie, dont on sentait qu'elle peinait à maintenir l'équilibre, maudissant le régime alimentaire de Patrick, qu'elle devinait moins porté sur le quinoa que sur le pâté en croûte. Putain de bordel de merde. Allons, un peu de respect pour votre nouveau patron Julie. Devant l'entrée, formant une haie d'honneur, tous les membres de la rédaction d'Europe 1 étaient là, genoux à terre, mains sur le cœur. On s'apprêtait à lancer des pétales de rose dans une douce allégresse quand soudain surgit le nouveau patron, Frédéric Schlesinger. Schlesinger, contraction effrayante de Schiller et de Schwarzenegger. Vu sa poigne de fer, une chose est sûre, en termes de management, on ne s'oriente clairement pas vers de la cogestion. Hein. Schlesinger préférant visiblement le pragmatisme à la poésie. Je suis pas venu ici pour qu'on se fasse des toutouches sous la douche, tas de con. Le ton est donné. Voilà, moi qui suis dans cette maison depuis longtemps, je crois que cette fois c'est la bonne. Évidemment, pour ceux qui viennent du service public, il va y avoir un temps d'adaptation. On est épargné ce matin, mais dans quelques jours, la pub va faire son grand retour. Vous découvrirez, chère Hélène Jouan, ce que c'est que de tenir un bel édito politique et de ne pas pouvoir aller au bout parce que la régie vous fait signe qu'il faut lancer le spot cochonou. Alors qu'Emmanuel Macron s'enlise dans les sondages, une évidence s'impose. Et si l'héritage social-démocrate, le terreau progressiste... Cochonou, le vrai bon goût comme on l'aime chez nous. Bon courage Hélène, je vous dis à demain. Julie, je vous laisse le dernier mot, une analyse, un conseil, une fulgurance. Quand on veut une Audi, on va chez Audi. C'est le bon sens. Bienvenue dans le privé, les gars.